Bonjour à tous, nous commençons la nouvelle émission de Tête à Clash numéro 26 avec 4 invités. Grégoire Boucher qui est éditeur. Bonsoir. Bonjour Grégoire. Bonjour Gabrielle Cluzel qui est rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, journaliste et également auteur. Elle a commis ce petit livre qui a déjà une très belle couverture, ça me plaît bien, qui s'appelle Adieu Simone et qui est Les dernières heures du féminisme en 2 mots. Eh bien, c'est un peu l'autopsie du féminisme. Alors là, vous voyez bien qu'on vit le champ du cygne du féminisme tel qu'on nous l'a présenté. Le mot féminisme en soi n'est pas mauvais, mais le féminisme français tel qu'on nous l'a vendu est en train, selon moi, de vendre ces dernières heures. Il se fracasse sur ses incohérences, notamment sur l'islam. Voilà. Le hashtag balance ton porc vous semble pas être une vraie urgence du balance ma féministe. D'accord, ok, très bien. C'est très drôle. C'est très bien écrit et très drôle. Oui. Très bien, bah je vous le montre et je vous le recommande. Comme ça, vous pourrez en profiter. J'en suis pas l'éditeur, donc je peux en parler librement. Oui, c'est vrai, c'est un grand regret d'ailleurs. Alors, Yves Christen, bonjour, vous êtes auteur et scientifique. Exact. Ok, merci. Rien d'autre à ajouter? Non, c'est far so good. Très bien. Charles de Bourbon-Parme, vous êtes gérant de société et c'est votre 3e fois ou 4e fois à bord de cette belle émission. Je n'ai pas compté, mais c'est vrai, c'est pas la première fois. Très bien. Merci de votre présence. Nous commençons tout de suite. Premier sujet, l'élection de Viktor Orban en Hongrie. 3e élection. 3e mandat, enfin mandat futur, puisque c'est une élection législative, il est le chef de la majorité, et normalement, il devrait être le Premier ministre du pays. Je me suis posé la question, et je vous pose la question, et donc vous allez nous dire si vous pensez que c'est un signe manifeste d'un effondrement de l'Europe. Puisqu'on voit qu'autour de la Hongrie, il y a un phénomène de contagion, en Pologne particulièrement, donc la montée de partis qui sont assez violemment anti-européens, extrêmement contre l'immigration, et qui globalement se positionnent pour faire bouger l'Europe. Mais est-ce pour la quitter ou la faire imploser ? Je vous pose la question, Gabrielle. Alors, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est l'émergence, pour reprendre une expression, je crois, de Chantal Delsol dans son livre Les populistes des demeurés de l'histoire. C'est un peu l'émergence de l'Europe périphérique. On peut faire un parallèle avec la France périphérique. Vous savez, ces petits pays, on les considère un peu comme les bouseux. Hein. Ils sont sur pas très... Les dernières entrées. Les dernières entrées, ils sont pas très en pointe sur les sujets... sociétaux, c'est moins le qu'on puisse dire. Vous voyez, c'est un petit peu les derniers de la classe pour nous autres nations éclairées. Eh bien, je crois que c'est de la même façon que la France périphérique est sans doute la France du bon sens, et la France silencieuse qui fait pas de bruit et puis qui tout d'un coup s'élève. Eh bien là, je crois que c'est un peu pareil. Cette Europe périphérique est en train de nous montrer le chemin à travers les élections hongroises et puis évidemment polonaises, etc. Et italiennes, les plus récentes aussi. Mais pour répondre à votre question précisément, elle ne fait pas exploser l'Europe. Elles y sont profondément et intrinsèquement européens, ces gens-là. Et d'ailleurs, ils se réunissent très régulièrement et ils ont simplement une vision de l'Europe qui est très éloignée de la nôtre et de celle de Bruxelles. Les élites de ces pays sont... je parle des élites. Ah oui. Les élites de ces pays sont plutôt anti-européennes. La question de savoir si c'est pour en sortir ou pour s'arranger avec l'Europe. Oui, enfin, le peuple est lui très europhile. Hein, le mot anti-européen est ambigu. Moi, je suis d'accord avec la remarque de Grégoire. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège sémantique dans lequel on voudrait nous mettre. Il y a l'Europe, disons, de Bruxelles, qui est une chose, et il y a l'Europe vraie, en quelque sorte. On peut être parfaitement hostile à l'Europe de Bruxelles et être parfaitement européen. Je dirais d'ailleurs que si on est vraiment européen, il est difficile d'être favorable à l'Europe de Bruxelles. Hein. Donc, ces peuples qui protestent de manière diverse. Mais contre quoi protestent-ils? Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est là où je dis qu'ils sont très européens, c'est qu'ils estiment qu'ils ont un héritage européen dont ils ont à assumer de toute l'histoire. Et c'est ce qui les lie finalement, c'est cet attachement à leur terre, l'attachement à leur histoire, et la menace que représente une immigration totalement halogène venant notamment du Maghreb, d'Afrique et d'un peu partout, et qui menace la vision qu'ils ont
de l'Europe. Notons quand même que dans ces pays-là... C'est parce qu'ils sont fondamentalement européens qu'ils ont autant le vent en poupe dans ces pays et que le peuple leur donne mandat en disant protéger l'identité européenne qui est la nôtre. En même temps, ce sont des pays où la proportion d'immigration est la plus faible d'Europe. Mais parce qu'ils n'attendent pas d'être noyés pour réagir. Ils voient bien ce qui se passe en France, en Allemagne, en Angleterre. Ils n'ont pas du tout envie d'être naïfs comme nous et d'attendre que ce soit trop tard. Je me tourne vers vous, Charles, parce qu'il y a un aspect de ce qui se passe en Hongrie qui est peut-être également lié à leur histoire. La Hongrie a toujours été dominée. Les Turcs, les Habsbourg, les communistes. Finalement, c'est un pays. Là, je pense que la famille Habsbourg est contente d'être assimilée aux Turcs comme étant des oppresseurs du peuple hongrois. Oui, ça c'est un mauvais... Alors là, Grégoire, c'est un mauvais procès. C'était j'enchaînais Turcs, Habsbourg, communistes. Oui, mais les Turcs et les communistes ont rien. Alors, une anecdote amusante. Mon oncle Otto, à l'époque où la France avait gagné la Coupe du Monde il y a quelques années. Grand personnage européen, Otto de Habsbourg. Il y avait un match Autriche-Hongrie. On lui annonce, est-ce que vous allez regarder le match ce soir? Et mon oncle Otto a répondu, ah oui, contre qui? Donc les Habsbourg se sont toujours considérés hongrois également. Okay. Est-ce que les Hongrois se sont considérés Habsbourg? Pardon? Parce qu'il y a quand même en Hongrie, un pays que je connais un petit peu, une sorte de révolte contre ces dominations successives qui ont fait que c'est un pays qui ne s'est jamais vraiment vécu comme étant complètement indépendant. Je me demande si ce qui se passe n'est pas... Complètement fier, peut-être pas complètement indépendant, mais complètement fier. Dans la présentation de votre sujet, vous utilisez le mot effondrement de l'Europe. Moi, je pense que le mot me dérange un tout petit peu. Moi, j'aurais dit plutôt on recentre un petit peu le débat sur l'Europe. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer en Hongrie. On recentre le débat sur l'Europe avec leur vision à eux. Et c'est pas parce que leur vision est différente qu'il faut la rejeter. Au contraire, il faut peut-être la regarder, l'analyser et faire avec, parce que ce sont des Européens, ce sont nos frères européens. Enfin, sauf que pour l'instant... c'est une vision qui est très minoritaire en Europe. Il va donc falloir que... on ne peut pas dire qu'elle soit très minoritaire. On peut non. Mais vous prenez l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, même en France, le courant quand même qu'on qualifie d'eurosceptique, mais qui est simplement d'une autre vision de l'Europe, même en Angleterre, même si c'est encore un cas à part, partout en Europe, et en particulier en Allemagne, aujourd'hui, ceux qui disent non à l'Europe de Bruxelles et non à cette espèce de vision complètement idéalisée et idéologique de l'Europe, ils sont clairement majoritaires. Et je pense que les élections européennes qui arrivent inquiètent beaucoup justement les tenants de cette vision en fait mondialiste de l'Europe. Oui. Alors, et ça pose quand même une question intéressante, c'est que ce qui illustre l'histoire de la Hongrie, d'ailleurs la Russie aussi, c'est le fait que, disons, une sensibilité populiste, appelons ça comme ça en première approximation, est capable, de monter de plus en plus, d'accéder au pouvoir, comme on le voit en Italie, et 3, comme on le voit en Hongrie et en Russie, de rester au pouvoir une fois qu'il est élu. Ce qui est intéressant du point de vue de ce qu'on dit habituellement sur les mouvements protestataires. Les gens votent pour les protestataires et puis ils veulent pas qu'ils accèdent au pouvoir. Ça démontre que cette hypothèse est fausse. Pour autant, à supposer, et ça revient à la question de base, à supposer que des sensibilités de ce type prennent le pouvoir dans beaucoup de pays d'Europe, voire dans tous. Oui. Est-ce que pour autant le système de l'Europe de Bruxelles implose? C'est une autre question, car ce système est très fort à beaucoup d'égards. Il n'est pas, ne serait-ce que sur le plan juridique, les différents... Oui, parce qu'il y a des traités qui lient tous les pays, bien sûr. La puissance économique, les médias, etc. Donc il n'est pas du tout certain que le système s'écroulerait automatiquement si par la voie démocratique, ces mouvements prenez le pouvoir dans beaucoup de pays d'Europe. On peut penser quand même que le système sera moins nuisible. Mais il aura plus de problèmes. Il me semble qu'il y a quand même une évolution dans le discours, on va les appeler les souverainistes pour faciliter les choses, sachant qu'il y a de grosses nuances entre la Pologne et la Hongrie, l'Italie, la Hollande ou l'Autriche. On peut quand même se dire qu'il y a eu une évolution de ces dirigeants qui étaient souvent pour la sortie de l'Europe et qui, depuis le cas britannique, me semble,
en ont beaucoup rabattu sur leurs revendications, sont plutôt maintenant des accommodants par rapport à l'Europe ou des modificateurs de l'Europe. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça, un courant qui s'est renversé d'une certaine manière. Je pense qu'on va retrouver les enjeux de l'élection présidentielle française, où je pense que Marine Le Pen a échoué dans sa campagne, je ne sais pas si elle aurait pour autant été élue, mais en faisant tout contre l'Europe. Ouais. Eux, ils ont compris que c'était pas tout contre l'Europe, parce que les Français, comme tous les peuples, les Hongrois et les autres, se sentent intrinsèquement européens. Donc leur dire tout est de la faute de l'Europe et vous, c'est la France contre l'Europe, d'abord ça fait peur à tout le monde, ça n'a pas de sens. Et puis je pense que c'est contraire même à ce que tous les peuples ont dans la tête. Donc je pense que c'était une erreur stratégique qu'elle a commise et que Viktor Orban et les autres ne commettent pas en disant nous on est bien au cœur, de l'Europe. Comment dire, les arguments étaient proprement économiques, alors que finalement ce que l'on retient, même par l'identité. Vous voulez les arguments d'Orban ou de Marine Le Pen. Et ce qu'il a sans doute fait échouer, c'est qu'elle, d'ailleurs on l'a vu au moment du débat, on l'a dit 100 fois, elle est allée sur un terrain économique là où les gens l'attendaient sur le terrain d'identité. On voit malgré tout que Viktor Orban est vraiment sur le terrain de l'identité, de l'immigration, même s'il y a des facteurs économiques, mais le centre de la question c'est celle-là. Moi ce qui me paraît frappant, c'est que malgré tout, depuis sa victoire, ça me paraît vraiment récent, il est, si je puis dire, un petit peu dédiabolisé dans la presse. On se rend compte que finalement, ils sont alliés aux Républicains, au Parlement, donc il reste fréquentable, entre guillemets. Ce qui est drôle, c'est qu'il est en train de communiquer sur sa famille. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a une espèce de pipolisation de Viktor Orban actuellement. On le voit avec sa femme, ses enfants. Les gens disent, ah oui, les autres n'ont pas... Vous savez, l'année dernière, il y avait un grand débat qui disait les dirigeants européens n'ont pas d'enfants. Vous avez remarqué ça au Luxembourg, alors qu'ils en ont, mais etc. ils n'étaient pas en avance. Non, ils n'ont pas d'enfants. Il se trouve, c'est un point commun. Après, ils ont chacun des parcours de vie. Individuellement, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais c'est vrai que collectivement, c'est assez troublant. Ils n'ont pas d'enfants. Et pour la plupart, on peut faire sauf dans les royaumes. Ah oui, mais voilà, et si vous voulez, là, il met en avant sa famille. Et ce qui explique, attendez, je termine juste là-dessus. Et pour les gens, c'est une marque de confiance parce qu'ils se disent, lui aussi, il est embarqué, il voit à long terme, puisque lui aussi est embarqué dans cette. Cela dit, sa famille qui la met en avant, elle risque de l'être en dépit de lui, puisque il a un fils qui est compromis dans l'utilisation frauduleuse de fonds européens. Ah oui, alors ça, c'est la façon. Voilà, c'est la façon dans la famille. Et comme actuellement, il y a quand même un contrôle de la justice qui est fait par le pouvoir, c'est de l'Europe que viendrait la condamnation plutôt que de la justice locale, compte tenu du verrouillage qui a lieu actuellement. Donc, sa famille, peut-être qu'il ne sera pas très heureux de la mettre en avant. Présomption d'innocence aussi, parce que ça doit marcher pour eux aussi. Pour Viktor Orban, comme pour tous les autres, on est bien d'accord. Donc, si nous synthétisons ce débat, il ne vous semble pas que la Hongrie soit un facteur d'éclatement de l'Europe ? Ça, vous êtes tous d'accord pour dire ça ? Oui. Parce qu'en fait, vous avez le sentiment également... En fait, d'abord, je crois qu'il faut l'avouer qu'on ne sait pas ce qui va se passer, bien entendu. Ça, c'est modeste. L'autre élément, c'est que je vois mal un pays de la communauté européenne sortir tout seul du système. Sauf éventuellement les Grecs s'ils avaient été expulsés pour des raisons économiques. Et les Britanniques qui ont choisi de sortir. Oui, mais les Britanniques, c'est un bon contre-exemple. On ne sait pas s'ils y étaient ou s'ils n'y étaient pas. C'est un cas très particulier, les Britanniques. Mais j'imagine mal que la Hongrie veuille sortir et que même la France, si Marine Le Pen avait été élue, soit sortie de la communauté européenne. Je ne crois pas. Par contre, le fait que plusieurs pays se mettent ensemble sur une certaine ligne pour faire pression sur la communauté européenne, ça, c'est quelque chose de plus vraisemblable. Oui, je comprends. Sachant qu'il ne faut jamais oublier l'histoire, c'est que ces peuples ont été derrière le rideau de fer. Donc, humainement, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Je sais que vous connaissez bien cette zone, Charles. Pas grand monde veut retourner... Et beaucoup plus libre pour dire exactement ce qu'ils pensent aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'ils ont tellement été muselés pendant des années qu'aujourd'hui, ça ne leur fait pas peur de dire exactement ce qu'ils pensent. D'accord. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que tous ces pays-là ont des liens très forts avec la Russie de Vladimir Poutine. Oui, bien sûr. Donc, le cas de la Pologne est très particulier, mais tous les autres ont des liens très très forts avec la... Si vous demandez aux gens de voter,
entre s'il doit faire le choix d'être dans la fédération russe, allié ou proche, ou rester en Europe, je crois que personne ne veut remettre un pied du côté de la Russie. Mais d'ailleurs, je pense que la question se pose même pas. Historiquement, d'ailleurs, il n'y avait jamais eu de lien. C'est-à-dire que le communisme les a en quelque sorte mis sous cloche. C'est incroyable de dire ça. Et préservé d'une certaine façon des cheminements psychologiques de notre Occident qui aujourd'hui, et c'est incroyable de voir ça parce que en effet, ces pays-là sont tout à fait exempts de certains de nos vices et nul parmi nous, je pense, n'aurait été capable. Moi, j'ai été élevée enfant dans la détestation du communisme et je me rends compte que le résultat et celui-là, c'est quand même très très paradoxal. Alors, on ne rentrera pas sur les mérites du communisme. Ça va être compliqué de me mettre dans votre camp. Et je pense surtout, vu les souffrances des peuples non, mais c'est pas un mérite objectif. C'est une conséquence paradoxale. Évidemment, je ne vais pas défendre le communisme. J'aurais du mal. On est d'accord, très bien. Je vous ai titillé, Gabriel. Là. Ce que je vais rajouter simplement, ce qui est très intéressant dans le cas de la Hongrie, c'est qu'il y a aujourd'hui deux personnages qui incarnent vraiment ces deux courants dont l'un gagnera sur l'autre. C'est quand même Viktor Orban, donc l'Autrichien, l'Hongrois, pardon, et George Soros de l'autre. Et c'est vraiment, là encore, le symbole de cette espèce de mondialisme qui veut détruire toutes les frontières, toutes les identités, issues et qui revendique d'ailleurs ses origines hongroises. Et Viktor Orban qui a proposé une loi au Parlement spéciale pour lutter et défendre l'Europe et son pays contre Soros. Oui. Mais c'est assez intéressant parce que ce pays, en fait, devient vraiment un laboratoire pour peut-être les années qui nous attendent. Alors je vous m'embarquer sur un sujet que je connais et apprécie. George Soros, c'était un héros du temps où il combattait le communisme, et maintenant ça devient un bad guy quand il s'oppose à Viktor Orban. Voilà, il est facile de lui tirer dessus. Non, alors là, moi je lui tire dessus plutôt 2 fois qu'une. C'est évidemment quelqu'un d'extrêmement nocif, au niveau mondial et pas uniquement en Autriche. Allez, je vous laisserai on est resté quand même. Ça laisse des traces. Je vous laisse le dernier mot, Grégoire, et je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes. À tout de suite. Sujet suivant. Macron qui prend la parole devant les évêques de France. Et que dit-il ? Il parle de laïcité, il parle de la position de l'État vis-à-vis des catholiques, il prend la parole au dîner du CRIF, il a pris la parole aux 100 ans de la Réforme. Pas de la réforme. 500 ans. C'était pas les 100 ans de la réforme, c'était les 100 ans de quelque chose d'autre. Enfin, bref, c'est peut-être le 60e anniversaire de la réforme. Dans tous les cas, il prend position vis-à-vis d'une autre religion. Et là, réaction unanime dans les médias. Macron sort de son rôle. Macron n'est pas dans la position neutre d'un président de la République. Pourtant, vous avez peut-être pris le temps d'examiner son discours. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que la réaction médiatique vous a semblé légitime ? Grégoire, je sais que vous y êtes intéressé. Oui, alors on a vraiment du macronisme pur et dur, donc on a en même temps, voilà, c'est en même temps, et il a pu en 1 heure de temps d'un discours qui était quand même relativement ennuyeux et très très phraseux, dire absolument tout et son contraire, c'est un peu sa spécialité. Donc en effet, il a dit tout et son contraire, il a dit des choses très justes, il a dit des choses de mon point de vue assez scandaleuses et méprisantes. Tout le monde peut absolument trouver ce qu'il veut dans son discours. Vous nous sortez un exemple de quelque chose de scandaleux et de méprisant ? Par exemple, quand on est face à des catholiques, on est au Bernardin, face notamment à Monseigneur Pontieux, le président de la Conférence des évêques de France. Et que c'est l'évêque de Marseille, c'est ça ? Oui, l'archevêque de Marseille. Et qu'on ose parler du sacrifice du colonel Arnaud Beltrame en disant que son sacrifice vient, selon lui, peut-être de son engagement patriotique dans l'armée, dans la gendarmerie, peut-être de l'influence et du temps qu'il a passé dans la loge qui a fait de lui un vrai humaniste, et peut-être, comme le prétend sa femme, de sa foi catholique.
Là, je pense qu'on est dans l'injure, on est dans la caricature, on est dans quelque chose de pénible. Et je ne sais même pas comment il a osé prononcer une phrase comme celle-là. Selon vous, il aurait un petit cas de rien dire, ou parce que légitimement, on peut se poser la question de la formation d'Arnaud Beltrame et du fait qu'il ait accompli ce geste, qui peut venir à la fois de son engagement militaire. Je viens d'apprendre qu'il était maçon, oui, et je sais qu'il était catholique. Je pense que dans ces cas-là, mais on ne va pas parler d'Arnaud Beltrame maintenant, mais je pense que la meilleure chose, c'est au moins de se mettre derrière ce qu'a dit son épouse. Ouais. De faire des interprétations personnelles en disant comme le prétend. Je trouve que c'est en fait extrêmement méprisant. Ça m'avait échappé. Et je trouve ça, moi je l'ai lu, ça m'a choqué, ça m'a blessé en tant que catholique, mais ça m'a blessé par rapport à la réalité de cette famille et du drame qu'ils ont vécu. Voilà. Il a quand même évoqué ce que j'ai trouvé, c'est mauvais goût, j'avoue, sinon je trouvais son discours assez beau, hein. Il est très fort. Oui, d'ailleurs, je crois que son buisson s'appelle Sylvain Faure, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est lui qui lui a écrit son discours, mais il est très fort, il mérite son nom. Et son discours pour les conservateurs, parce qu'il y a des discours un petit peu à destination de chaque public et de chaque niche. Vous pensez qu'il y a un ciblage dans son discours? Ah bah oui, c'est évident. Oui, il est très fort. Du reste, moi, son discours me parle. Un peu moins, j'avoue, que l'hommage à Arnaud Beltrame. Je suis comme Grégoire, j'ai trouvé qu'il s'est mis dans le dialecte local. Il a un peu parlé la langue de Buis et c'était long. Vous savez, comme les longs sermons, quelquefois on s'embête. Bah, là, c'était un peu ça. On est passé de Monseigneur Pontieux à Emmanuel Macron. On s'en est pas rendu compte. Sans s'en rendre compte. Donc c'était Monseigneur Pontieux, enfin, une bonne intervention. Il était pas ennuyeux. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit oui, on a essayé de vous récupérer politiquement. C'était malvenu, vous voyez, l'air de dire c'était quand même le coup de pied de l'âne à la droite. En même temps, il dit aux catholiques, engagez-vous politiquement. Oui, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut dire engagez-vous politiquement, mais vous ne faites pas récupérer par les autres. Ça veut dire quoi? Venez avec moi. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes, mais quand on creuse, alors des choses très intéressantes sur effectivement la différence entre le gouvernant qui est dans le réel et qui est dans l'imperfection de la pratique du pouvoir, et puis la perfection de l'idéal et la perfection de la conviction. C'est différent, la conviction et puis l'exercice du pouvoir, ça c'est intéressant. Et puis il a dit qu'il n'était pas monarque chrétien, donc il n'était pas là non plus pour défendre une religion par rapport à une autre. Il avait un devoir d'équilibre. On sent quand même un homme qui a une formation intellectuelle et qui se pose des questions concernant la foi. Oui, il parle de l'incertitude ontologique un peu qui habite chaque âme, même si ils ne sont pas croyants. Enfin, ça c'est intéressant. C'est sûr que par rapport à Hollande... Hollande, c'est quand même l'étage au-dessus. On a passé. On a changé. Mais fondamentalement, il n'a pas dit grand-chose. Il dit par exemple, vous les catholiques, c'est bien vous occuper avec dignité, je me souviens des mots, dignité des plus fragiles, mais vous savez, l'euthanasie, on l'appelle maintenant mourir dans la dignité, donc tous ces mots-là ne veulent plus dire grand-chose. Il dit à la fin, on va faire de grandes choses avec vous, on peut faire de grandes choses ensemble, je ne sais pas lesquelles, moi j'ai lu tout le discours, ça dure 1 heure, je n'ai pas trouvé lesquelles, voilà. Mais pour revenir à votre question précise, juste pour Cléa, par rapport à ça, la semaine dernière, ça vous a pas échappé qu'il y a 15 jours, c'était Pâques, c'était pour les catholiques qui fêtaient Pâques. Il n'y a pas eu pas un message de l'Élysée ni d'Emmanuel Macron, rien, c'est le silence total. Alors que si on veut imaginer qu'il ait une forme d'équilibre par rapport à tout ce qui est spirituel en France, on ne comprend pas très bien pourquoi chaque fois qu'il y a une fête musulmane, il se fend d'un tweet ou d'un message officiel de l'Élysée. Et de la même manière pour les juifs, ce qui ne me dérange pas, je trouve ça très bien, mais il se trouve qu'il y a, pour le coup, il y a un déséquilibre de traitement, donc il peut pas d'un coup arriver en disant ça reste à vérifier, Grégoire. Je vous le dis, parce que pensez pas qu'il y a au contraire à l'Élysée quelqu'un qui tient un compte assez précis. En effet, il n'y a pas eu beaucoup de gens sont étonnés. C'est curieux du reste. Je l'accuse pas d'avoir fait quelque chose de volontaire et de méchant. Je dis juste que il a tendance à se précipiter dès qu'il y a une fête autre et à quand même traiter avec le plus grand mépris. Et on peut pas l'accuser pour les histoires de crèche ou de sapin de Noël, mais on est quand même dans un climat aujourd'hui, et ça rejoint votre question, où la simple référence on veut dire à une culture ou un patrimoine spirituel catholique est pécamineux et immédiatement montré du doigt, alors qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et là, les journalistes lui ont sauté dessus. Mais le but de Macron est justement de revenir là-dessus, d'abord pour les raisons électorales, parce qu'il a eu raison de le faire, marché, mais je crois que par-delà le fait de chercher le soutien des électeurs, ce qui est assez normal pour un homme politique, en tout cas très attendu, il y a quand même 2 points à considérer. Un, je crois que vraisemblablement Macron, du fait de sa proximité de quelques mois avec Ricoeur,
a une sensibilité qu'on pourrait qualifier de para-religieuse. Ses références, Ricoeur, c'est Emmanuel. Spirituel au moins, spirituel, Lévinas. C'était émaillé de citations d'auteurs qu'il donnait pour tout le monde. Bon, là, il y a un côté exercice, dissertation normalien, mais après tout, j'y suis favorable parce que par rapport au précédent de la République, il y a quand même un élément de culture. Précédent au pluriel d'ailleurs. Ceux qui ne disaient pas la princesse de Clèves. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien, même si c'est pas sincère, mais je crois quand même qu'il y a un élément de sincérité. Oui, il a fait l'effort. Oui. Maintenant, sur le fond, sur le problème de la laïcité, je crois quand même que la réaction de bon sens, c'est celle de Mélenchon. Alors Mélenchon, il le fait dans son style, mais globalement, je pense que Mélenchon a de toute évidence raison, n'est-ce pas? Il n'y a aucune espèce Rappelez-la cette intervention de Mélenchon. Mélenchon a fait remarquer Mélenchon dit que le lien, et c'est ça, c'est le mot sur lequel tout le monde bute en fait, c'est le mot bien lien. Sûr. Le lien blessé entre l'État et les catholiques. Il n'y a pas de lien. Le lien a été cassé en 1905. Voilà. C'est ce que dit Mélenchon. Il n'y a plus de lien. Et je le rejoins avec ça. Il a raison. Alors, il y a des rapports entre l'État laïque il a été et cassé les en 1789. Mais le lien, il n'y en a plus. Il est cassé, il est rompu. Amendé ensuite, Grégoire. Donc la vraie rupture, c'est 1905. Il y a un lien de fait. Je crois que justement, le vrai débat et la vraie souffrance, c'est qu'il y a un lien qui, en droit, est rompu, mais qui de fait existe parce que la religion, il dit à un moment, la religion catholique a fortifié la France. On a envie de lui dire, c'était pas seulement fortifié, elle est un petit peu consubstantielle quand même. Il suffit de se promener dans nos villages. Exact. Donc je pense que tout cela, il y a un lien. C'est sémantique. À ce sujet, je suis étonné de quelque chose que vous n'abordiez pas, c'est qu'il a parlé des racines chrétiennes. Non, Muel, il a dit qu'elles étaient mortes. D'ailleurs, je sais pas, faut appeler un botaniste quand même, parce que il a dit qu'elles étaient mortes, mais qu'il y avait quand même de la sève qui coulait. Moi, faut qu'on m'explique. Il a parlé des catholiques, de la sève catholique qui irriguait, et des racines. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui, enfin, objectivement, il n'a pas tort. Je veux dire, l'objectivement. S'il n'y a plus de racines, il n'y a plus de sève. Oui, non, mais on va pas discuter. Pour moi, le cadavre est encore vivant. Mais il y a. Il est clair que la France n'est plus un pays catholique comme elle l'a été dans le passé, et il est clair également que sur le plan historique, l'histoire de France et le tissu, la géographie française est imprégnée par la présence des églises, des œuvres d'art, etc., etc. Et il est clair également, troisièmement, qu'il y a une proportion significative de Français qui se considèrent aujourd'hui comme catholiques. Même ou moins chrétiens, en tout cas d'éducation. Et que cette proportion-là, de surcroît, on l'a vu avec la Manif pour tous, a été quand même globalement droitisée, si l'on veut, et que bien entendu Macron souhaite récupérer une partie de cette population, d'autant plus que s'il fait cela, il laisse à Laurent Wauquiez la partie républicaine qui est en fait de la même famille de pensée que le Front National. Donc il extrémise Wauquiez. Et c'est évidemment la stratégie de Macron de manière très intelligente, qui est d'avoir face à lui essentiellement Mélenchon, Marine Le Pen avec Wauquiez. Je pense qu'on peut résumer aussi, on peut dire aussi beaucoup que les chrétiens en France se sentent l'objet au nom de la laïcité de tous les griefs. Dès qu'on parle de laïcité, il faut aller taper sur les chrétiens, enlever les croix sur les statues de Jean-Paul II, enlever les crèches dans les mairies, il faut enlever les statues de la Sainte Vierge. Et c'est pas ça le lien blessé dont parlait Macron ? Et au nom de la laïcité, c'est toujours le même côté. Ça peut pas être ça, ce lien blessé ? Moi, je le ressens aussi, j'ai toujours l'impression que c'est nous qui en faisons les frais. Et ça me dérange. Vous avez raison, mais je pense que vous avez raison aussi de souligner l'aspect LMPT, parce qu'il est quand même très fort dans l'esprit de Macron. Je pense, et qui s'est dit, attends, moi j'étais à côté de Hollande, ça s'est terminé, ça a été le fiasco, finalement ça fait émerger une force, ce clivage a été tellement fort que ça fait émerger une force qui a eu la peau de Macron quand même. Vous parlez de la Manif pour tous, donc il s'est dit, moi je vais faire différemment, et on le voit, c'est très intéressant, c'est un petit article qui a peut-être échappé à l'attention de beaucoup, un article dans Marianne qui est paru le 5 avril, dans la rubrique en off, on interroge l'entourage de Macron, et il dit, alors c'est vraiment Saint-Jean Bouche d'Or celui qui a répondu, parce que c'est très maladroit, il répond en disant, oui, Macron, il veut pas recommencer la même bêtise, donc il veut les écouter pour qu'ils acceptent. Ça veut dire que ça va être quelque chose, un choix qui va être fait sur la PMA, qui sera pas sans doute le leur. Et puis, il veut tous les écouter. Alors, c'est pas lui qui le dit, c'est son entourage, encore une fois, mais c'est entre guillemets dans Marianne. Même les associations catholiques les plus atroces. Vous voyez, ça commence bien pour... Non, mais alors, vous avez raison. Moi, je pense que cette affaire de la Manif pour tous est au cœur de l'opération de séduction d'Emmanuel Macron. Sachant qu'actuellement, il y a les assises, les fameuses assises de la bioéthique, qui vont probablement conduire vers un élargissement de la PMA, et que pour faire avancer cette histoire de PMA,
la méthode doit être différente. Moi, c'est la grande peur de... Je ne crois pas que Macron soit du côté des histoires PMA, euthanasie, etc. Je crois qu'il est assez proche de la Manif pour tous, idéologiquement. Moi, je le range plutôt dans cette famille de pensée. J'exagère, je force un peu le trait. C'est intéressant, parce que je ne sais pas quel micro-signe Yves vous a fait dire ça. Je pense que philosophiquement, il est attaché à une école philosophique qu'on pourrait qualifier de para-religieuse. Je ne pense pas que ce soit le mot exact, mais c'est pour signifier ce que je veux dire. Et je ne pense pas du tout que Macron soit en lui-même un adepte de tout cela. Bien entendu, il y a une démarche stratégique il a compris que les millions de gens qui avaient manifesté dans la manif pour tous avaient été méprisés par le gouvernement, par les médias, et que donc ils étaient vexés, ils étaient blessés. Ça, il a bien compris, il a la sensibilité pour ça. Mais je ne suis pas sûr que sur le fond, il soit un ennemi de la manif. Je vous choque peut-être en disant cela. Non, moi, vous me surprenez. On voit pas quel indice peut le laisser supposer. Non, mais moi, ce que je dirais, c'est que le discours qu'il a tenu au Bernardin s'adresse exactement à ce genre de réflexion. C'est-à-dire qu'il en a fait pour tout le monde. Oui, et mais tout le monde prend un petit peu. C'est le président. Et il fait plaisir à tout le monde, y compris à personne d'ailleurs. Parce que vous moi, il ne me fait pas plaisir du tout. Moi, personnellement, attendez, je ne suis ni hostile à l'euthanasie, ni hostile à la PMA. Et par ailleurs, par contre, je suis favorable à la laïcité. Autant je crois qu'il est absolument anormal d'aller taper sur des maires qui veulent installer des crèches qui font partie de la tradition du pays, etc. Ça, je crois que c'est imbécile et mal fait. Par contre, je pense que le respect de la laïcité, ça, c'est une chose très importante dans ce pays, et ça l'est encore plus maintenant du fait de la question de l'islam. Et s'il y a quelqu'un qui en est le garant, c'est le président de la République. Qui devrait en être le garant. Et vous pensez qu'il est sorti de son rôle? Un peu, oui. Je pense que la remarque de Mélenchon est justifiée de ce point-là. C'est marrant, parce que vous avez vraiment des points de vue très opposés, finalement, entre Grégoire et Yves. Mais notamment sur l'euthanasie et ces choses-là, on a déjà eu l'occasion. Non, mais nous en avons déjà débattu. Ça reviendra. Moi, je pense qu'il est complètement dans son rôle. Et ce qui m'amuse, c'est de voir que pendant 50 ans, les cathos ont été majoritairement à gauche. Voilà, les cathos votaient à gauche. Et donc, c'était très bien. Ça empêchait personne de dormir. Au contraire, les journalistes trouvaient ça très normal, très naturel. Et là, tout d'un coup, merci Monsieur Hollande et merci Taubira, on a réalisé que les cathos, en fait, avaient des convictions. Et donc, petit à petit, ils votaient, on ne peut pas dire à droite ou à gauche, en tout cas, ils s'opposaient au gouvernement. Et donc, tout d'un coup, les journalistes commencent à dire « Oh, mais attention, il faut mélanger, pas de lien. » Pendant 50 ans, le lien politique n'a dérangé absolument personne. Les liens, les discussions qu'avec les évêques, avec tous les groupes dits chrétiens, la nouvelle gauche, c'était même intrinsèque. Ils avaient c'était leur manière de fonctionner. Puis là, tout d'un coup, ils sont plus politiquement corrects. Alors on dit, oh là, attention, il y a un lien, c'est l'obscurantisme. Donc il faut aussi arrêter de voir, de nier cet aspect-là, parce qu'il est profondément militant, en fait. Le mot de la fin, ce sera Charles de Bourbon. La gauche, le lien, la gauche et les chrétiens, je sais pas, c'est quand même la gauche qui ne voulait pas que les femmes aient le droit de vote, parce qu'ils pensaient que c'était toutes des bigotes et qu'elles allaient toutes voter à droite. Donc au fur et à mesure que le temps passe, on met une étiquette sur les chrétiens d'un côté ou de l'autre, et puis on navigue avec ça. Qui arrange chacun. Et voilà. Très bien, nous concluons ce sujet. Merci à vous quatre, et nous nous retrouvons dans quelques secondes. À tout de suite. Sujet suivant. Emmanuel Macron, le président muet, devient plus bavard. Bientôt, nous enregistrons un mercredi, demain jeudi, il intervient sur TF1, le plus grand journal de midi. Première audience d'Europe,
ou deuxième plus grande audience d'Europe. 6,5 millions de spectateurs quand on est au maximum, 40 et quelques % de part de marché. Donc un journal très important, celui de Jean-Pierre Pernaut. Qu'il faut rendre hommage. Dans un format, pardon. Qu'il faut rendre hommage parce qu'il est un des rares journalistes à faire du bon boulot. Il est courageux. En tous les cas, il a une émission qui a beaucoup de succès où intervient Emmanuel Macron. Et dimanche, conjointement, une interview de, pour moi, ce qui est la carpe et le lapin, c'est-à-dire Monsieur Bourdin et Monsieur Plenel, Mediapart d'un côté, donc ce qu'on peut assimiler à une gauche, et puis Monsieur Bourdin qu'on peut assimiler à une droite ou en tout cas à une forme de populisme. Et cette interview aura lieu conjointement sur RMC et puis Mediapart, RMC, BFM. Qu'est-ce qui arrive à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a changé de stratégie? Est-ce qu'il est dans une politique de segmentation? Comment analysez-vous ça? Je vais me tourner vers la journaliste. Quel regard portez-vous sur ce qui arrive, le changement de pied d'Emmanuel Macron? Boulevard Voltaire s'était proposé, puis ils n'ont pas été pas voulu. Non, c'est curieux, n'est-ce pas? Ils ont préféré Mediapart, qui est pourtant notre pendant à gauche. Mais voilà. Je pense que Emmanuel Macron, en effet, s'est rendu compte que ses postures jupitériennes, pour reprendre une expression tarte à la crème, ne suffisaient pas quand on avait les mains dans le cambouis. Il faut convaincre. Alors, il essaie de segmenter. On a le trésor de Pernaut, c'est encore une fois la France périphérique, les concours de Géranium aux fenêtres, enfin, je caricature. Mais c'est pas la France périphérique, c'est plutôt la France rurale. Oui, enfin, si, c'est ça. C'est la France périphérique par rapport au Piémont, Germano-Pratin. Donc, c'est le journal du Trésor. Non, il y a une définition très nette dans le bouquin de Guy. C'est cette France-là. C'est la France profonde qui n'est pas parisienne. Voilà, c'est exactement. C'est pas et c'est aussi la France des retraités. Et la France des retraités, celle qui n'est pas contente d'avoir un supplément. De la CSG qui a augmenté. Et le comble, c'est que je crois qu'il va être filmé à partir d'une école du Perche rurale. Alors, on se dit, il est quand même un petit peu gonflé quand on sait le nombre d'écoles rurales qui vont fermer pour dédoubler dans les banlieues. Enfin, j'ai peut-être un raccourci rapide, mais le fait est que... Blanquer dit le contraire. Il y a quand même des écoles rurales qui vont fermer. C'est indéniable. C'est comme les petites lignes de la SNCF. Donc ça, c'est vraiment, on est presque dans la caricature. Et puis après, il y a Mediapart, alors avec quand même Edoui Plenel, ô combien symbolique, qui a été pris quand même dans une polémique difficile, là, récemment, sur ses positions. Vous savez ce qui s'est passé, quand même. C'est la énième polémique dans laquelle il tombe. Voilà, et à chaque fois, il s'en sort très bien. Il dit, j'avais 20 ans, oui, j'ai défendu des criminels, mais finalement, 72, au moment de l'attentat des Palestiniens, c'était Septembre Noir. Et il les a félicités, il a dit que c'était... À l'époque, il a dit que c'était extraordinaire. Transposé à droite, un journaliste de droite s'apprêterait à interviewer Macron et on découvrirait qu'il a vanté les louanges, je sais pas, moi, il avait 20 ans, il a vanté les louanges d'Occident. Oui, d'Occident, mais Occident, ils ont... Il y a 20 ans, mais c'est vrai que c'était il y a 50 ans, oui. Dans tous les cas, on imagine bien la réaction. Donc vous voyez bien que tout cela, c'est d'ailleurs, ça suscite beaucoup de réactions. Delahousse, c'est la France plutôt bobo, Delahousse, c'est le Cap Ferret, si j'ose dire. C'est les bobos décrits par Renaud. Donc il segmente jusqu'à l'incohérence totale. Enfin, à la fin, le en même temps devient un petit peu illisible. Je crois que vous parlez de l'en même temps, Mediapart d'un côté, BFM TV, Bourdin de l'autre. Jean-Pierre Pernaut, Delahousse, Edoui Plenel, il y a un moment, on se dit, par la toutes les France, et ça devient quand même illisible. C'est pas vraiment incohérent. Si vous considérez que Macron, sa vision des choses et sa stratégie, c'est d'avoir lui et, en dehors de lui, Mélenchon et Le Pen, et éventuellement Wauquiez collé à Le Pen, si vous voulez. Et il parle à tout le reste, en quelque sorte. Donc, c'est une formidable stratégie, puisqu'il considère que ces autres partis n'ont aucune chance de prendre le pouvoir. Eh bien, il récupère l'ensemble du gâteau et il est le président de la majorité des Français. C'est une stratégie assez cohérente. Oui, à supposer que les uns n'écoutent pas ce qu'il dit aux autres, vous voyez, parce que... Oui, mais chacun prend un petit bout. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera, c'est autre chose, on verra. Non, mais d'ailleurs, ça ne marche pas. Il réussit comme l'exploit. Ça marche, il a quand même une partie de l'opinion pour lui. Il est dans les sondages plus bas que Hollande à la même époque de son mandat. Oui, mais il fait des choses. Il a quand même... Il est encore plus bas, alors que Hollande était déjà celui qui avait battu tous les records d'impopularité. C'est marrant parce que vous oubliez le contexte. On est dans le contexte des grèves SNCF, donc d'un pays qui est paralysé 2 jours sur 5.
Hein, et malgré tout, les gens approuvent sa stratégie sur la SNCF. Et donc, sa stratégie est approuvée, donc il est en train de pousser son avantage. Il me semble que c'est ça c'est de la stratégie de communication politique. De ce point de vue-là, on peut pas lui en vouloir. Il y a une forme de popularité de Macron, non pas au sens d'un homme qui serait vécu comme un grand tribun, comme un grand chef, mais beaucoup de gens le considèrent comme un homme responsable, qui est capable d'aller jusqu'au bout, qui agit, qui ne s'arrête pas par la première grève. À mon avis, d'ailleurs, les gens de droite vont être extrêmement sensible à tout ça quand même. Hein. Bien sûr. Et puis il y a une différence. Il y a une petite différence de la part des Français à dire on est d'accord sur le fait qu'il faut réformer la SNCF et que cette histoire de monopole et puis d'organisation ne fonctionne pas et on soutient le président Macron quand il fait quelque chose pour la SNCF. Parce que c'est pas parce que il fait quelque chose, tout d'un coup, il annonce que l'eau ça mouille, que tout d'un coup, on devient macroniste quand on dit effectivement l'eau ça mouille. Donc il y a quand même une vraie différence. Mais ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte, il faut reconnaître qu'il fait des choses là où un homme de droite n'aurait jamais pu les faire. Là, on voit les présidents d'université ouvrir... Là, c'est Tolbiac, ce matin, je crois que c'est le président de l'université qui a appelé la police pour virer pour débloquer, quoi. Un président de droite aurait fait ça aurait été l'apocalypse. Donc c'est vrai qu'il bénéficie de cette possibilité-là. Est-ce qu'il n'est pas... Charles, je vous interroge, est-ce que Macron est finalement plus disruptif qu'on imaginait? On pensait sans doute un président un peu consensuel, mais moi je le vois choisir son terrain. Je m'explique. Il fait du macronisme, il est dans le génie de la communication, et il a choisi les différents médias pour s'adresser aux différentes personnes à qui il voulait s'adresser. Mais il choisit son terrain. Mais évidemment. C'est lui qui choisit. Pardon, il arrive à marier Mediapart et BFM TV. Enfin, plutôt Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Oui, y a-t-il deux personnalités plus opposées? Voltaire, je saluerai, mais enfin là... non, mais ce sont deux médias qui l'ont soutenu au moment des élections. Donc, il y a pas, en effet, c'est pas d'une originalité folle. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il va répondre aux questions, quelles seront les questions. Mais c'est ça ce qui intéresse les Français, ce sont ces réponses qu'il la pose finalement. Mais il les verrouille, les médias, parce que sur la ZAD, sur les mais ça, c'est des questions de journalistes. Oui, vous avez raison, les images sont fournies par la gendarmerie. On peut quand même imaginer qu'Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin vont pas se faire dicter leurs questions. Alors ça c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'il y a un président en exercice qui s'exprime dans la presse, on dit non mais lui, donc ça a été vrai avec tous les précédents, et à chaque fois on a eu des loukoums et qui ont fait du servilation. Non mais la déambulation de Macron dans l'Élysée avec Laurent Delahousse n'est pas à mettre sur le même plan que l'interview qu'il va y avoir en direct à 20h35 dimanche. Elle ne touche pas les mêmes personnes. Elle ne touche pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes cibles. Mais c'est pas les mêmes cibles. On peut imaginer Charles. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez que moi, tout ça, la seule chose qui va m'intéresser avec ça, c'est que les différents journalistes, quels qu'ils soient, d'ailleurs, je m'en fous complètement, vont être obligés d'aller un peu dans le piquant parce qu'ils vont se faire la guerre entre eux de l'audimat. C'est qu'une fois que chacun aura fait son petit machin, ils vont regarder. Ah ben moi j'ai eu plus d'audience que toi t'as eu plus d'audience. Ce qui est tout à fait à la mode aujourd'hui. Le matin, vous allumez votre radio et on vous dit quel film il fallait regarder hier soir, quel film a eu le plus d'audience. Mais on s'en fout. Oui, mais ce sont les annonceurs que ça intéresse. Mais nous, questions piquantes, c'est quoi pour vous, Charles? C'est tous ces trucs-là, ça nous dépasse complètement. Enfin, moi, c'est des histoires de journalistes. Pardon, Charles, je vous interroge. Le français, il s'en fout. Une question piquante pour vous, auditeurs. J'ai peut-être allé vous regarder cette émission. C'est quoi une question piquante qui doit être posée au président de la République par des journalistes indépendants? Mais ça, c'est le travail des journalistes, c'est de trouver la question que l'autre ne posera pas. Non, mais c'est une bonne question. Aujourd'hui, je crois que Macron est quand même assez fort parce que, précisément, je n'imagine pas de questions extrêmement piquantes. Alors, on peut bien entendu lui dire que c'est scandaleux pour la SNCF, mais comme la majorité de la population est favorable à la réforme de la SNCF, c'est pas une question piquante. On n'imagine pas... On peut aller chercher sur la laïcité. Oui, mais avec ce qui s'est dit face aux évêques de France. Il y aurait beaucoup à dire quand même. Sur le terrorisme, ça va être un peu sur le terrorisme. Vous savez, le terrorisme, il y a la même chose que pour l'imposition. Sur le rassemblement familial avec les frères et les sœurs. Les anciens gouvernants ne peuvent pas lui faire de reproches sur le terrorisme. Macron n'est pas pire que les précédents en matière de terrorisme. Il a fait des promesses, il a dit... On peut imaginer qu'un journaliste très à droite, disons d'extrême droite, le provoque sur des questions d'immigration et
une relative complicité de fait avec le monde islamique et terroriste. Jean-Pierre Pernaut serait capable de lui poser des questions. Mais ça va rester quand même relativement doux, je pense. Donc, à mon avis, il n'a rien à craindre. Hein. Et Jean-Pierre Pernaut, ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut qui pose les questions. Je me suis intéressé. C'est un panel de spectateurs, j'imagine, sans doute locaux. Il va sans doute poser quelques questions. Il va faire circuler les questions, mais les questions vont venir d'un panel de gens. Voilà, il me semble que c'est ça le format qui a été choisi. Spontané. On découvre après qu'ils avaient leur carte là, qu'ils étaient membres du bureau. Mais ça, on le sait 6 mois après, donc ça n'intéresse plus personne. Il faut bien reconnaître, et on l'a vu avec le débat avec Le Pen, que Macron, il est très bon. Je veux dire, moi, je n'imagine pas que Macron va être désarçonné par des journalistes, alors que vis-à-vis de Le Pen, incontestablement, il a emporté le débat de manière manifeste. Non, il a été très bon à ce débat-là. Il n'a pas été bon dans tous les débats. Il n'a pas toujours été mauvais. Globalement, il était bon dans ce débat parce qu'il était sur son terrain. Il n'a pas été très bon. Il a été comparativement très bon. Il a été meilleur. Il n'a pas été meilleur, mais il n'a pas été très bon. Non, il a été médiocre. Non, mais Gabriel, on va à fond. C'est plus Mediapart, c'est Boulevard Voltaire. Et en tant que rédactrice en chef, vous prenez la place d'Edoui Plenel. Alors, les questions, ça se prépare. Je vais pas les sortir. Bien entendu, j'imagine bien. Mais quels seront les sujets sur lesquels je foncerai? Ce sont évidemment, on est quand même tout près de l'attentat de Trèbes. Ce seront évidemment les questions que se posent, si j'ose dire, je reprends l'expression d'un contributeur de Boulevard Voltaire, qui parle de la France super U. Mais c'est ça. On sait maintenant que le terrorisme peut frapper où il veut, quand il veut. Tout le monde est touché. Les Parisiens au Bataclan, mais aussi Monsieur Tout le Monde quand il va faire ses courses au Super U dans le Trou-Duc de la France. Eh bien, je voudrais savoir ce qu'il va faire. Moi, je veux pas seulement, c'était très beau l'éloge aux Invalides, mais moi, je veux pas d'un bossuet, je veux de quelqu'un qui agit. Vous voulez un fighter plutôt qu'un poète. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je l'attaquerai là-dessus, justement. Je suis pas Voltaire, mais quand il nous dit, parce que c'est intéressant de parler de ce cas du colonel Beltrame et ce qu'il a dit aux Invalides. Quand il dit, il en appelle au souvenir de Brossolette et de Jean Moulin. À part le fait que moi, ça me pique un peu, mais c'était dans l'histoire officielle, ce sont des résistants. Donc ça, aujourd'hui, il est résistant à quoi, Arnaud Beltrame? Parce que si, en effet, il faut comprendre ce parallèle entre une France occupée et la résistance, qui sont les collabos d'un côté, et qui est la puissance envahissante. Là, ça, c'est une question qui est intéressante, et qui, en plus, c'est pas parce que je la poserai que je dis ça, mais parce qu'elle fait référence elle fait référence à son propre discours et à ses propres références. Hormis que la comparaison entre les islamistes et les nazis a été faite avant Macron, sauf que finalement, il y a une relative unanimité. Sauf que là, il ne l'a pas dit en l'état et que il est président de la République. Et si en effet un président de la République prétend aujourd'hui quand la France est occupée, là vous êtes d'accord qu'on bascule d'un point de vue politique dans une autre époque. Moi, je crois que le seul sujet sur lequel il faut le pousser dans ses retranchements, parce qu'en effet, sur la question de la SNCF, même s'il ne s'agit pas de vendre la SNCF au plus offrant, il est évident qu'il y a un statut à revoir, tout le monde est d'accord là-dessus. En effet, il y a une prime sur les universités, c'est pareil, il introduit une modeste sélection qui pourrait dire que c'est une mauvaise idée. Évidemment, quand on voit les fautes d'orthographe qui truffent les tracts de l'UNEF, on se dit qu'il est temps de faire quelque chose. Mais sur la question du terrorisme, mais c'est ça qui occupe. Oui, mais Gabriel, on ne peut pas faire 2 heures sur le terrorisme à 1 heure de grande écoute. Non, on ne fera pas 2 heures, mais vous parliez des questions qui allaient l'embarrasser. Posons celle-là. Je reprenais le terme de Charles. Et puis aussi l'économie. La CSG, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Moi, je pense par exemple à toutes les subventions, alors je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais il n'y a pas qu'elle, toutes les subventions de la presse. Vous voyez, les subventions de la presse, si on les décalait sur les transférer sur les retraités, sur les EHPAD, sur ces sujets-là. Récemment, il y a eu quand même des manifestations sur les EHPAD. Si on allait chercher toutes ces niches, toutes ces subventions, toutes ces associations qui sont subventionnées, on ne sait pas pourquoi. C'est avec une opacité incroyable, mais pour bon et loyaux services idéologiques. Il est clair que c'est pas Mediapart qui va poser cette question. Non, nous sommes bien d'accord. Donc je crois qu'il y a des vrais sujets à aborder, des sujets qui fâchent. Vous savez, Albert Londres disait que le rôle du journalisme, c'est comment on dit, tourner le fer dans la plaie. Là, c'est pas ça. Là, ils vont brosser. On peut supposer que ce seront des questions. Il y aura une ou deux questions. Il y aura des questions qui piquent. Je reprends D'ailleurs, je suis pas loin de penser qu'Edoui Plenel est quand même fragilisé du fait du petit scandale, qui pour moi en est un gros. Oui, mais il arrive en situation, il est encore moins à même de poser des questions embarrassantes. Surtout sur les questions de niche fiscale. Là, lui.
Ouais, bon. Et Charles, vous avez un mot à ajouter avant que nous... Moi, je crois qu'il va être très bon. Et puis, suivant la question, il va les amener à sa réponse. Ouais, vous pensez que c'est le magicien qui va le faire très bien? Oui, mais il est très fort. Mais il y a une question quand même on n'a pas évoquée, mais 2 questions de politique étrangère qui sont fondamentales. Sur la Russie et sur la Syrie. Elles sont abordées. Comment aujourd'hui la France, sans aucune preuve, sans procès, sans rien, accuse Vladimir Poutine et la Russie du scandale de Londres et soi-disant d'empoisonnement. Une telle question, puisque tous les journalistes sont d'accord pour considérer que les Russes sont coupables. Pourquoi? D'où on sort que tout d'un coup, sans preuve, sans rien, c'est tout d'un coup on a décidé que c'est sans enquête, que c'était eux, et de la même manière qu'on a décidé que c'était Damas, parce que Bachar el-Assad est fou, donc comme il est fou, et il envoie du gaz moutarde à la tête des Syriens. Enfin, il faut être simple pour réagir comme ça. Une fois que la bataille est gagnée. Donc je pense que ça c'est des questions qui piquent et sur lesquelles... Parce qu'il n'est pas très fort en politique étrangère, sur lequel moi je l'attends, mais je pense que là, il y a moyen qu'il se casse la figure, parce que je pense qu'il n'y entend rien. Vous pouvez sans doute contribuer, j'imagine qu'il y aura des questions posées par Twitter ou par Facebook. Je pense qu'elles ne passeront pas. Est-ce qu'elle sera retenue? J'ai des doutes. Non, on verra. Nous en parlerons et nous nous retrouvons dans quelques secondes. À tout de suite. Rebonjour, François Hollande sort un livre. Un livre qu'il a promu déjà au journal de France 2, un livre qui s'appelle « Les leçons du pouvoir ». Vous le lire, je vous sens perplexe. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas. Je suis en fait, c'est très bien fini l'émission avec du grand comique, donc c'est super. Mais moi, je suis tombé hier sur juste une phrase de Hollande à propos de son livre, où le journaliste l'interroge, donc quand il était sur France Télévisions, il dit mais est-ce que vous pouvez nous parler de Macron comme ça? Macron, de toute façon, si j'avais voulu, je l'aurais battu. Oui, c'est merveilleux. C'est la dernière phrase qu'il prononce. C'est prodigieux. Ce type, il n'a aucune limite en fait. Moi, je vais le regretter parce que je pense qu'il avait une capacité, une puissance de feu de comique qu'on n'a pas assez exploité pendant 5 ans. Mais ce type est hors du commun. Mais son psy, il doit être brillant parce qu'il lui a remonté le moral. Je pense qu'il y en a plusieurs. Le psy est absolument brillant. Non, soyons pas injustes vis-à-vis de M. Hollande. Je pense pas on est l'auteur. Je vais lire ce livre parce que je crois pas que j'aurai le temps, mais si je l'avais sous la main un peu de temps, je le lirais volontiers pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut reconnaître que Hollande a eu une forme de franchise extraordinaire. Qui n'était pas son livre, mais sa forme d'interview. Il a quand même dit des choses que personne... Celui avec David Loeb, il a dit un président ne devrait pas dire ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même magnifique d'avoir un livre dans lequel quelqu'un dit de manière moins contrôlée des choses. Deuxièmement, Hollande est quand même un cas de figure du point de vue historique intéressant en tant que forme de président, non-président, normal, un peu ectoplasmique. C'est un cas intéressant quand même. Je ne sais pas ce qu'on dira dans 100 ans. Et vous savez, dans 100 ans, nul ne sait, j'ai failli dire Dieu sait, non, nul ne sait ce qui sera dit. Vous êtes touché par la grâce peut-être en direct. Mais peut-être que finalement, à certains égards, on s'apercevra que le bilan de Hollande est moins pire que ce qu'on croyait. Bon, donc, on ne sait pas exactement. Donc moi, je crois que c'est un livre qui peut être intéressant, s'il a écrit lui-même, hein. A priori, c'est le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il ait été écrit par lui ou par un autre. Mais il dit qu'il l'a écrit chapitre par chapitre. Il dit sans continuité chronologique. Il a pris des sujets et il les a abordés les uns après les autres. Il aurait mis 3 mois pour le faire, alléger son agenda. C'est vrai que c'est la sauce qui est vendue par l'éditeur. Hein. Il ne peut pas dire le contraire. Globalement, invitez-le à Tête Clash. Globalement, il y a ça serait marrant. Globalement, il y a quand même... C'est vrai que c'est un président qui fait rire. Hein, mais c'est aussi un président on rit jaune, parce que franchement... On rit jaune, c'est un président qui ne fait pas d'audience. Le journal de France 2, à partir du moment... Puisque vous savez que l'Institut Médiamétrie permet de mesurer l'audience quasiment seconde par seconde. Eh bien, au moment où François Hollande prend la parole, il bascule sur TF1.
Ah oui. Donc, c'est commercialement un désastre que d'inviter François Hollande. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que je suis pas sûr ça que dit le pas livre quelque se vende. chose? Qui a envie de lire la vie de Non, mais même de stratégiquement, c'est Olivier Faure, le nouveau secrétaire général du Parti PS, socialiste, qui hérite de quelque chose de quand même assez exceptionnel. Il y a tout à reconstruire, parler de l'avenir, etc. Et M. Hollande arrive en même temps avec son livre pour parler du passé. C'est quand même une sacrée peau de banane pour le pauvre garçon. Moi, je crois que c'est pas être quand même un livre intéressant parce que dont personne ne connaît le nom. Parce que je le crois capable c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais de balancer ses petits camarades. Donc on peut apprendre des détails intéressants. Alors les leçons du pouvoir, ça fait rire parce que est-ce qu'il a jamais eu le pouvoir? On a eu le sentiment qu'il s'est laissé porter, à part sur des sujets sociétaux où il a vaguement tenté de placer ses billes. Il a quand même réussi à passer le mariage gay. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le reste, on a senti qu'il était plutôt dans le non-pouvoir. Et on a appris avec son livre qu'il a passé beaucoup de temps avec les journalistes à préparer son premier livre aussi. Donc voilà. Manifestement, il avait d'autres... Il était rue du cirque. Enfin, il y a eu plein d'éléments perturbateurs dans Mais pardon, c'est quand même un homme qui a exercé... Il a quand même exercé 5 ans le pouvoir. Non, il n'a pas exercé. Il a détruit le pouvoir. Il a occupé la fonction. Il n'a rien exercé. Certains disent que... il a quand même contribué à recomposer le paysage politique. Je reviens au sujet pardon d'avoir mes points d'obsession. Mais malgré lui, il a recomposé le paysage politique un petit peu, puisque le seul mouvement d'importance sociale de ces dernières années, à droite, parce qu'à gauche il y en a plein, mais à droite, depuis l'école libre, c'était quand même la manif pour tous. C'est lui qui l'a suscité. C'était un homme très clivant. Je crois que l'opposition peut le regretter. C'est plus facile d'avoir face à soi quelqu'un comme lui que d'avoir quelqu'un comme Macron. Donc, à sa façon, il a marqué son temps. Donc, moi, je pense que son livre ne sera pas inintéressant. C'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est cette espèce de fatuité avec laquelle il s'exprime, qui est aussi celle de son ancienne conjointe, puisque Ségolène Royal a dit, moi, je veux faire profiter, j'ai lu ça récemment aussi, ça m'a beaucoup amusé, la vie civile, de toutes mes compétences, nombreuses et variées. Voilà, donc elle est partie dans les pôles déjà pour faire profiter les ours polaires de ses compétences. Apparemment, elle annoncerait son pantouflage polaire. Mais on peut quand même, pardon, je vais me faire l'avocat du diable, je vais défendre François Hollande. Bien, j'y vais. Vous avez vu silence. Je prends mon souffle. C'est quand même un président de la République qui a été au pouvoir pendant 5 ans. Certains disent que le président français est l'homme le plus puissant du monde, puisqu'il peut déclencher la guerre sans avoir l'accord du Parlement. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres dirigeants. Or, certains ont des parlements fantoches, ce qui n'est pas le cas de la France. Cet homme-là a quand même rencontré tous les grands de ce monde. Il a rencontré Poutine. Il a rencontré... il était là. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre? Parce que c'est pas ça les leçons du pouvoir. Ce qui est important, à mon avis, c'est pas tellement le fait qu'il ait eu des modalités avec Poutine, avec Obama, etc. Ce qui est, à mon avis, intéressant, philosophiquement, je doute qu'il aborde ça, c'est la question, je dirais, du non-pouvoir du pouvoir. D'une certaine manière, un président de la République n'a pas tellement de pouvoir. Il a beaucoup de pouvoir sur le papier, mais écoutez, imaginez quelqu'un qui serait disruptif. Imaginez Marine Le Pen, président de la République. Est-ce que vous croyez vraiment que Marine Le Pen introduirait de très grands changements dans le pays? Je ne suis pas du tout sûr. Parce qu'il y a... la prisonnière qu'elle serait d'une technostructure, le mot prisonnier est un mot de l'histoire. Il y a l'état profond, comme aux États-Unis. Il y a à la fois ce que sont les gens et il y a ce qu'est le système dans lequel on vit. La marge de manœuvre est relativement faible. Dans une entreprise aussi, elle est un peu faible, mais elle est plus forte. Donc on peut très bien... Giscard d'Estaing avait eu des remarques un peu comme ça vers la fin de son règne. On peut imaginer que vous soyez un président avec de grandes ambitions, en ayant le sens de ce qu'il faudrait faire, et être dans l'incapacité de le faire, parce que vous vous rendez compte que les syndicats, les partis, les gens, l'Europe, les machins, les tribunaux vous empêchent de faire des choses. À quel moment a-t-il... Lui, alors là, c'est pas pour ça que je fais. Voilà, à quel moment a-t-il eu ou a-t-il exprimé même une vision? Il a jamais eu. C'est un petit. Ça, au moins, on peut pas critiquer Macron là-dessus, même s'il nous emmène un peu partout. Lui, au moins, il donne l'illusion qu'il a une vision, qu'il a pris de la hauteur, etc. Hollande laissera quand même le souvenir de quelqu'un d'un. Mais comme tous les présidents déchus, il pense qu'il va avoir une place de premier plan dans un avenir proche, parce que au Conseil de l'Europe, parce qu'il imagine des trucs. Il fait des conférences.
Mais il est assez drôle à l'oral en plus. Il est aussi demandé que... Oui, mais je trouve que cette mode qu'on a depuis un certain temps en France d'écrire des livres pour casser sur le voisin, alors ça se fait... Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Oui, mais les présidents de la République écrivent toujours un livre quand ils sortent de l'exercice du pouvoir, non? C'est un grand classique, Clinton l'a fait, Blair l'a fait, il me semble. Mais juste pour aller dans votre sens, Charles, à un moment, Anne-Sophie Lapix a posé la question à François Hollande, savoir s'il allait être à nouveau président de la République, je crois, ou se présenter aux élections. Et il n'a pas répondu. C'était tout à fait frappant. Giscard le pensait, Sarkozy le pense. Sarkozy en est le meilleur exemple. Il a dit je pars et il revient, il repart et il revient. Il pense ne plus avoir le pouvoir. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, je ne sais pas si j'avoue que je ne l'ai pas lu. Personne ne l'a lu quasiment. On a beaucoup lu, certains ont dû vous lire les bonnes pages. On a beaucoup dit au moment de l'élection présidentielle, ah oui, Macron, c'est Hollande qui tout d'un coup aurait eu un réflexe machiavélique et qui voyant sa propre déconfiture, aurait pris ce pantin et l'aurait gonflé. On se rend compte que pour un pantin, il est quand même assez autonome comme garçon. Oui. Et donc finalement, tout cela, c'était de la légende apparemment. Donc je trouverais intéressant de lire ce qu'il en dit. Il est très sévère sur... ce qu'on a lu, il est très sévère. Du tout. Il dit clairement qu'il ne l'a pas vu venir, qu'il aurait compris que Macron allait se porter candidat à cause d'une maladresse de ce présentateur de télé dont le nom m'échappe, de Stéphane Bern. Une maladresse, une bourde de Stéphane Bern aurait fait prendre conscience à François Hollande de la candidature possible d'Emmanuel Macron. Alors qu'on parlait de cabinet noir d'Emmanuel Macron, on peut se demander si tout simplement il regardait la télévision. Ça me frappe beaucoup, ça, parce que c'est presque contradictoire avec le fantasme que l'on a par rapport aux hommes du pouvoir omnipotents et omni-informés. Il raconte ce qu'il veut aussi. Là, dans son livre, il va raconter ce qu'il veut. Donc, est-ce que ce sera la vérité? J'en sais rien. Moi, ce qui me gêne un peu, vous parliez de dignité tout à l'heure, c'est vrai. Globalement, il a quand même eu 5 années calamiteuses, reconnues unanimement comme telles. Arrivé en disant j'écris un livre pour montrer que pendant 5 ans, j'ai fait un travail remarquable. Au minimum, c'est un manque d'humilité absolument extraordinaire. Je suis pas sûr qu'un livre suffise. Non, pour lui, c'est... Ça, c'est quand même un peu choquant. Il serait revenu en disant, voilà, moi, j'ai pris la distance. Non, mais il y a mea culpa dans son bouquin, Grégoire. Il y a mea culpa sur au moins 2 sujets. La déchéance de nationalité dont il dit qu'il n'aurait pas dû la proposer, premièrement. Et deuxièmement, la loi travail, la fameuse loi El Khomri, dont il dit, non pas qu'il la regrette, mais dont il regrette la méthode. La mise en œuvre et le calendrier. Oui, mais donc il regrette juste de ne pas avoir réussi à le faire passer plus souplement, c'est tout. Mais c'est pas. C'est ça. Il y a aucune, de ce que j'ai lu et entendu, parce que je n'ai pas lu le livre, je pense que je le lirai pas d'ailleurs. Mais il y a quand même aucune. Moi, ce qui me gêne, c'est ce manque d'humilité incroyable. Incroyable. Mais Sarkozy a fait la même chose. On l'avait interrogé. On n'a jamais eu un président qui regrette ce qu'il a fait. Eh ben, je trouve que c'est dommage parce que là-dessus, je me suis trompé. Donc je tire des leçons de cet échec-là comme un sportif qui dit voilà pourquoi j'ai perdu et donc ça me permettra de croître. Non, j'ai eu raison sur tout. Oui, mais t'as échoué. Oui, mais j'ai eu raison sur tout. Bon, autrement dit, ce sont des leçons du pouvoir où il n'y a pas de leçons. Non, apparemment. Pour un homme qui n'aurait pas eu de pouvoir. À la limite, je suis sûr que dans son esprit, la leçon du pouvoir, il veut encore nous expliquer pourquoi nous, qui sommes stupides, n'avons pas compris pourquoi il était le plus grand président de la Ve République. Parce qu'à mon avis, c'est ça sa conclusion, en fait. C'est comme au football. Nous étions les meilleurs, mais on a perdu. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est de notre fait. Mais je pense, à mon avis, ça tourne autour de ça. Bon, écoutez, nous allons conclure là-dessus. François Hollande, le livre de François Hollande, j'ai pas le sentiment va être acheté par qui que ce soit autour de cette table. Non. Sauf si on apprend qu'il contient des choses extraordinaires. Oui, des secrets d'alcôve. Oui, des secrets d'alcôve. Oui, mais tu leur rends le service presse, t'auras pas besoin d'acheter. Très bien, allez, merci beaucoup, merci à tous les 4. Merci de votre fidélité et chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous retrouvons dans quelques jours. À bientôt.